Salut à tous, bienvenue pour ce 4e numéro du Petit Journal du Japon. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle fermeture des frontières du pays et du cafouillage du gouvernement sur ce sujet. Nous parlerons également de la France qui a émis un mandat d'arrêt contre une japonaise qui est soupçonnée d'avoir kidnappé ses enfants. Vous connaissez peut-être l'histoire de Vincent Fichot, ce Français qui avait fait une grève de la faim cet été pour essayer de faire bouger les choses et de revoir ses enfants. Je vous parlerai ensuite des résultats d'une enquête sur le métier et sur les revenus idéaux que les Japonais et les Japonaises surtout cherchent chez leurs partenaires. Et enfin, nous parlerons un peu du musée Ghibli à Tokyo qui est en difficulté financière. Comme d'habitude, je vais mettre les chapitres en bas, donc si un sujet ne vous intéresse pas, libre à vous de zapper vers le sujet suivant. Allez, c'est parti pour le premier sujet. Certains d'entre vous le savent déjà, mais malheureusement, le gouvernement japonais a encore décidé de fermer complètement le pays aux arrivées d'étrangers, quel que soit leur visa. Alors attention, les résidents permanents peuvent toujours quitter le pays et revenir, ça a été éclairci par la suite, mais les autres personnes, les étudiants par exemple, ne peuvent plus entrer sur le territoire. Cette décision a été prise le 29 novembre et elle est faite pour durer pendant un mois, jusqu'à début janvier et donc la fin des fêtes de fin d'année et de Oshogatsu, une période où beaucoup de Japonais rentrent dans leur famille et où il y a beaucoup de contacts. Le nombre d'entrées sur le territoire, qui était remonté à 5000 il y a quelque temps, est redescendu à 3500 par jour. Et au début, le gouvernement a même demandé aux compagnies aériennes d'arrêter complètement les réservations pendant un mois. Ce qui a créé beaucoup d'émoi parce qu'il y a beaucoup de Japonais qui sont à l'étranger et qui avaient comme projet de rentrer au Japon pour les fêtes de fin d'année. Cette affaire montre bien le manque de communication dans le gouvernement parce que quand le ministre des Transports a été interrogé sur ce sujet lors d'une conférence de presse, il n'était pas du tout au courant. Et le Premier ministre, M. Kishida, n'était pas au courant non plus. En fait, il s'est avéré que c'est quelqu'un au ministère des Transports qui a demandé de faire ça aux compagnies aériennes et Anna et JAL s'y étaient pliés pendant les 2-3 jours où ça a duré, mais après réflexion et après le scandale que ça avait provoqué, le gouvernement a décidé de revenir sur cette décision. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les résidents étrangers au Japon sont autorisés à revenir au Japon, mais attention, si vous avez été dans un des 10 pays où le variant Omicron est présent, eh bien vous ne pourrez plus rentrer au Japon. Par contre, les Japonais peuvent rentrer, pas de problème, ils ont une quarantaine bien sûr, mais ils sont autorisés à revenir au Japon. Depuis hier, le gouvernement impose aussi aux personnes venant d'une liste de pays qui change régulièrement de passer 3 de leurs 14 jours de quarantaine dans des établissements prévus par le gouvernement. Il s'agit des personnes venant d'Inde, de Grèce, de Roumanie, du Colorado, de Hawaï, du Minnesota et de l'État de New York. Toute cette affaire montre encore une fois que le gouvernement stigmatise un peu les étrangers, parce que les Japonais peuvent rentrer, mais les étrangers sont complètement refusés, alors qu'il y a une période de quarantaine qui est censée être là pour garantir justement la sécurité. C'est une décision complètement politique et pas du tout scientifique, donc l'efficacité contre le virus est vraiment zéro. Et ce n'est pas seulement mon opinion, c'est aussi l'avis d'un expert, Michael Ryan, qui est donc le chef du programme des urgences sanitaires de l'Organisation mondiale de la santé. Et donc il aurait déclaré, je cite, d'un point de vue épidémiologique, j'ai du mal à comprendre le principe d'un tri aux frontières. Est-ce que c'est parce que, en fonction du passeport, des gens auront le virus et d'autres non? Est-ce que le virus lit le passeport et il connaît votre nationalité et où vous êtes résident? Donc voilà, je pense qu'il a très bien résumé ce que je pense et ce que beaucoup de monde pense, et c'est un expert en la matière, donc ça prouve encore une fois que le gouvernement japonais prend des décisions qui sont peut-être un peu abusives ou peut-être pas très scientifique et surtout très politique. Voilà, le gouvernement change très souvent d'avis, donc espérons que si le variant Omicron s'avère peu dangereux, eh bien il reviendra sur sa décision. On verra ça probablement l'année prochaine. Deuxième sujet aujourd'hui, c'est le mandat d'arrêt que la France a émis contre une japonaise qui est la mère de 2 enfants franco-japonais. Vous connaissez peut-être Vincent Fichot, ce Français qui avait fait une grève de la faim de 3 semaines au début des Jeux Olympiques pour attirer l'attention des médias et du gouvernement sur son cas. La mère de ses enfants avait kidnappé ses enfants en 2018 et il n'a pas pu voir son fils et sa fille depuis lors. Non seulement il n'a pas la garde de ses enfants, mais il ne peut même pas les voir 5 minutes. Leur mère les a kidnappés et il a essayé de porter plainte au commissariat dans plusieurs commissariats de Tokyo, et même en fournissant des vidéos qui montrent que la mère était partie avec sa fille, un bébé à l'époque, dans le coffre de la voiture, les autorités ont toujours fait la sourde oreille. En effet, dans ces situations, les policiers ne prennent même pas la plainte, ils rétorquent que ce sont des affaires privées et donc ils ne s'en mêlent pas. Voilà. Et la France, heureusement, a lancé un mandat d'arrêt contre la mère pour soustraction de mineurs et mise en danger de mineurs. Donc espérons que ça fera bouger les choses. Honnêtement, la mère, si elle reste au Japon, ça risque pas de la gêner plus que ça, mais en tout cas, ça a fait parler de lui, et d'ailleurs Vincent Fichot est également passé à la télévision, je crois sur Asahi Télé, je mettrai un extrait si je le trouve,
Et donc, son affaire a été médiatisée. Donc ça, peut-être que ça fera bouger la mer, en tout cas c'est ce que j'espère. Et en tout cas, ça a attiré l'attention de beaucoup de personnes qui sont dans cette situation ou de personnes qui partagent un peu sa douleur pour aider Vincent Fichot dans son combat. Espérons également que si un jour il y a procès, le fait que la mère soit recherchée par un pays étranger joue en faveur de Vincent dans cette affaire. Alors il faut savoir qu'au Japon, la garde partagée des enfants en cas de séparation des parents n'existe pas. Ce qui fait qu'en général, les autorités ferment complètement les yeux sur ce type d'enlèvement. Et ça ne touche pas du tout que les étrangers, ça touche également les parents japonais, que ce soit des hommes ou des femmes. En général, le premier parent qui kidnappe les enfants a gagné, et ça s'arrête là. Donc voilà, le cas de Vincent est très triste malheureusement, mais ce n'est pas parce qu'il est français et ça n'arrive pas qu'aux étrangers, ça arrive également à beaucoup de Japonais. Et d'ailleurs, d'après certaines associations, il y aurait chaque année près de 150 000 enfants qui seraient kidnappés et qui ne verraient plus l'un de leurs parents. Donc voilà, on ne peut jamais prévoir ce genre de choses, évidemment, et on ne sait pas non plus ce qui s'est passé dans la vie de Vincent Fichot et de sa femme, mais quoi qu'il arrive, encore plus qu'ailleurs, si vous voulez fonder une famille au Japon, assurez-vous de vivre longtemps avec cette personne avant de franchir le pas et de faire un enfant, et de bien connaître la personne qui sera la mère ou le père de vos futurs enfants. Passons maintenant à un sujet un peu plus léger. Une enquête a été faite chez des Japonais et chez des Japonaises pour connaître quel métier et quel revenu était idéal chez leurs futurs partenaires. Et donc, sans surprise, les fonctionnaires territoriaux et ensuite les fonctionnaires d'État sont en tête du classement. Ils sont suivis par des grosses sociétés japonaises ou étrangères. Les critères professionnels les plus importants chez un futur mari ou chez une future femme sont la stabilité et les revenus. Et on apprend d'ailleurs que pour 45% des hommes, les revenus n'ont aucune importance chez leur future femme. En revanche, il y a seulement 18% des femmes qui déclarent la même chose. Heureusement, ma femme en faisait partie parce que sinon je me serais jamais marié. Un chiffre un peu plus étonnant peut-être, c'est que au total, 63% des femmes déclarent vouloir un partenaire qui gagne plus de 5 millions de yens par an. Ça fait environ 40 000 euros. Et parmi ces femmes, il y a même 10% de femmes qui souhaitent un partenaire qui gagne plus de 10 millions, donc plus de 80 000 euros par an. Donc vous vous dites peut-être que les japonaises sont vraiment vénales. Il y a certaines japonaises qui sont comme ça, évidemment, mais il ne faut pas oublier qu'au Japon, c'est encore traditionnellement l'homme qui gagne le revenu de la famille et la femme qui reste à la maison s'occuper des enfants. C'est en train de changer évidemment, mais il y a beaucoup de freins à ce changement. En effet, les femmes doivent souvent choisir entre leur carrière et leur famille. Quand une femme japonaise a un enfant, elle s'arrête de travailler et c'est en général très difficile de garder son poste ou d'y revenir après la grossesse. Donc c'est une première raison pour laquelle les femmes souhaitent évidemment un partenaire qui gagne suffisamment d'argent. Deuxième raison, c'est que les coûts liés à l'éducation d'un enfant au Japon sont assez élevés. J'en ai parlé dans ma vidéo sur élever un enfant au Japon de 0 à 5 ans, mais l'école coûte assez cher, voire même très cher, et si vous voulez envoyer votre enfant dans de bonnes écoles, un bon lycée, une bonne fac, eh bien ça coûte énormément d'argent. Donc avec ces deux informations, on comprend un peu mieux pourquoi les femmes japonaises sont si exigeantes niveau financier. Alors elles ne sont pas toutes comme ça, j'ai dit tout à l'heure, mais voilà, ceci explique cela. Dernier sujet de ce numéro, c'est le musée Ghibli, Ghibli en japonais, qui est en grande difficulté financière et qui donc lance un nouvel appel aux dons. L'année dernière, ils avaient fait un premier appel, mais seulement au public japonais, et cette année, ils font un nouvel appel, mais cette fois aux fans du monde entier. Ce musée, si vous ne le connaissez pas, est consacré à l'univers de Ghibli, et il est situé en périphérie de Tokyo. Donc j'y suis allé une fois lors de mon premier voyage, j'avais trouvé ça sympa, mais sans plus. En fait, je m'attendais à trouver beaucoup de produits dérivés, et il n'y en avait pas tellement, on en trouve plus dans d'autres magasins par exemple. Mais ça reste quand même très intéressant, il y a beaucoup de dessins, beaucoup de croquis et puis l'ambiance est quand même toujours magnifique. Tous les musées au Japon ont été évidemment impactés par la pandémie, alors beaucoup moins qu'en France et qu'en Europe j'imagine, parce qu'il n'y a pas eu de confinement, il n'y a pas eu de fermeture des musées, même pendant l'état d'urgence, mais les entrées étaient limitées. Et dans le cas du musée Ghibli, il faut bien reconnaître que la majorité des visiteurs sont des touristes étrangers. Donc la fermeture complète du pays par le gouvernement pendant ces 2 ans eh bien, a fortement affecté les finances du musée. Alors je vous en parle, mais malheureusement, les résidents français et les résidents des pays de l'Union européenne ne peuvent pas faire de dons. Mais si vous résidez dans un autre pays et que vous pouvez faire un don, eh bien sachez que pour 5 000 yens, c'est le montant minimum, vous recevrez une carte de remerciement avec un joli dessin, et puis vous aurez contribué à faire vivre ce musée, et lors de votre prochaine visite au Japon, vous pourrez avoir le plaisir d'y aller. C'est tout pour aujourd'hui, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et puis de partager à vos proches et sur les réseaux sociaux. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour plus d'informations sur le Japon.